Il était une fois deux hommes nommés Henry Smolinski et Harold Blake, obsédés par une idée. Que se passe-t-il lorsque l'on combine une voiture comme la Ford Pinto avec un avion comme le Cessna Skymaster? La réponse est que vous obtenez la pire idée de l'histoire des voitures volantes. À quel point était-ce catastrophique? Disons simplement qu'ils perdirent la vie en testant cette folie, officiellement baptisée Ave Mizar. Tout a commencé en 1968 lorsqu'ils fondèrent une entreprise du nom d'Advanced Vehicle Engineers. Son unique objectif était loin d'être simple. Laissez-moi vous expliquer. Étape 1. Choisir une voiture ordinaire et un petit avion. Étape 2. Les assembler en intégrant la structure aérienne et ses ailes dans la voiture, de sorte qu'elle ressemble un peu à un deltaplane, mais avec une Ford. Étape 3. Décoller de la piste et parcourir quelques centaines de kilomètres jusqu'à un autre aérodrome. Étape 4. Faire atterrir le combo voiture-avion, se détacher du planeur et repartir en voiture comme si de rien n'était. Lorsqu'ils présentèrent leur idée au monde, ils expliquèrent que l'opération serait si simple que quiconque pourrait facilement assembler ou séparer les deux systèmes sans aide supplémentaire. Oui, bien sûr. Parce qu'assembler une voiture et un avion paraît si facile. Quoi qu'il en soit, ils croyaient fermement que cette voiture volante, passée à la postérité sous le nom de Pinto Volante, pouvait révolutionner le transport personnel, la rendant accessible en production de masse et assez abordable pour que tout le monde puisse s'envoler, avec des prix allant jusqu'à 29 000 $. Ils imaginaient chaque famille possédant sa propre version originale d'un avion privé, pour aller au travail ou, pourquoi pas, passer un week-end romantique à Paris. D'accord, j'exagère un peu. Après tout, la voiture volante ne pouvait pas parcourir de très longues distances. Certaines sources indiquent qu'elle ne pouvait voyager qu'environ 1600 km. Cela restait suffisant pour qu'un habitant de Boston puisse voler jusqu'à Miami, prendre un court bain de soleil et rentrer chez lui pour le dîner. Cette invention aurait été profitable à tous. Les gens se seraient épargnés des heures coincées dans les embouteillages et les inventeurs auraient été considérés comme des pionniers de l'aviation. Cela semble un doux rêve, mais la Pinto Volante ne dépassa jamais la phase de test. Plusieurs raisons expliquent cela, mais leurs problèmes semblent avoir débuté avec le choix de la voiture, la Ford Pinto. Ford's Pinto lets you say goodbye to a lot of extra servicing. Ce modèle connut un immense succès à sa sortie, avec plus de 800 000 unités vendues en 2 ans. Pour Blake et Smolinski, la Pinto ne fut pas un choix immédiat, et ils passèrent environ 2 ans sur différentes conceptions avant de finalement s'y arrêter. Malheureusement, ce n'était pas l'option idéale pour une voiture volante. Avant même de recevoir ses ailes, il était évident que l'âge d'or de la Ford Pinto arrivait à sa fin. Lancée en 1971, cette petite voiture apparut à une époque où le coût de l'essence était élevé et où la pénurie entraînait rationnement et files d'attente aux pompes à travers les villes américaines. Initialement reconnue comme économique et pratique, la Pinto n'était toutefois plus considérée comme un choix écologique. Dans les années 70, la situation s'est aggravée, le modèle devenant tristement célèbre pour s'enflammer lorsqu'il était percuté à l'arrière. Oui, sérieusement. Certains y laissèrent même la vie, et Ford fut poursuivi pas moins d'une centaine de fois pour des problèmes de sécurité liés à cette voiture. L'incendie n'était pas le seul problème. L'arrière de la Pinto n'était pas conçu pour absorber correctement les chocs violents. Malgré tous ces avertissements, la Ford Pinto fut retenue. Blake et Smolinski étaient résolus à lui offrir une paire d'ailes et, croyez-le ou non, ils y parvinrent. Le Mizar pouvait utiliser à la fois le moteur de la voiture et celui de l'avion au décollage pour réduire la longueur de piste nécessaire. Et oui, dans les années 70, leur invention prit son envol. Enfin, en quelque sorte. Lors de l'un des premiers vols d'essai en 1973, l'attache du support de l'aile droite céda peu après le décollage. Le pilote comprit que faire tourner l'appareil mettrait trop de pression sur l'aile non soutenue. Et il n'eut d'autre choix que de poser la voiture volante dans un champ de haricots. Il conduisit ensuite l'hybride voiture-avion endommagé à l'aéroport, avec son fuselage toujours attaché. Donc, oui, ce vol ne fut pas exactement sans encombre, mais l'Ave Mizar attira néanmoins beaucoup l'attention des médias. Il fit soudain l'objet d'un engouement impossible à ignorer, persuadant les journalistes que ces deux hommes pouvaient vraiment être à même de bâtir l'avenir du transport aérien. Dans les journaux, on pouvait lire des titres tels que « C'est enfin arrivé » et « On a conçu une voiture qui vole ».
Bien que les médias fussent séduits, l'histoire prit une tournure tragique lors d'un vol d'essai à l'automne 1973 à l'aéroport de Camarillo, en Californie. Il est important de rappeler que les inventeurs avaient conclu un accord avec l'aéroport. Il était convenu d'en informer le responsable avant chaque vol, afin que la police et les pompiers des environs se tiennent en alerte, au cas où un incident surviendrait. Pour une raison quelconque, ce jour fatidique, personne ne fut averti. C'était la première fois qu'ils omettaient cette étape, et hélas, ce fut aussi la dernière. Le 11 septembre, les deux inventeurs parvinrent à décoller, mais environ 2 minutes après le départ, l'aile droite se replia sur elle-même. L'AVE Mizar se tordit et s'écrasa au sol, des parties se détachant en plein vol. Des témoins le virent percuter un arbre, s'écraser sur un pick-up stationné là et s'embraser. Tragiquement, les 2 hommes périrent sur le coup. On ignore si leur mort fut causée par le crash, les brûlures ou l'inhalation de fumée. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné exactement? Après enquête, le Conseil national de la sécurité des transports identifia plusieurs problèmes avec cette voiture volante éphémère. Tout d'abord, bien que la Pinto fût une petite voiture, l'AVE Mizar était tout simplement trop lourd. Il dépassait la limite de poids de la structure du Skymaster avant même que quiconque ne monte à bord ou ajoute du carburant. On a également relevé des pièces desserrées et une soudure défectueuse qui provoqua la défaillance du haut banc de l'aile droite, le même problème déjà observé lors des vols d'essai précédents. Avec la mort de ses concepteurs, le projet Mizar fut abandonné. Ce qui leur est arrivé n'est pas si surprenant si l'on songe que d'autres inventeurs ont également fini par sacrifier leur vie, au sens propre, juste pour présenter leurs créations au monde. Franz Reichelt en est un exemple frappant. Tailleur de profession, il était obsédé par l'idée de concevoir un costume capable de se transformer en parachute, permettant ainsi aux aviateurs de survivre s'ils devaient un jour sauter d'un avion en détresse. En 1912, la même année que le naufrage du Titanic, Reichelt décida de tester son costume parachute en sautant de la tour Eiffel. Malheureusement, cette expérience prit un tour tragique et il ne survécut pas à la chute. L'histoire de l'innovation démontre que certains paris peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Et ces exemples ne sont pas uniquement tirés du passé. Vous vous souvenez probablement de la catastrophe du sous-marin Titan survenue en 2023. Cet appareil long de 7 mètres avait été conçu pour explorer l'épave du Titanic au fond de l'océan. Mais en juin de cette même année, le Titan disparut subitement, avec à son bord Stockton Rush, PDG et cofondateur de l'entreprise ayant construit le submersible. Après plusieurs jours de recherche et d'efforts de sauvetage, des débris furent retrouvés à environ 500 mètres de la proue du Titanic. Il s'avéra que le sous-marin avait implosé sous l'immense pression des grandes profondeurs, entraînant la mort de toutes les personnes présentes à bord, Rush compris. Ironiquement, avant ce voyage funeste, Rush avait déclaré à un journaliste que les mesures de sécurité n'étaient que pur gâchis. Eh bien, que dire? Dans leur quête d'innovation, certains inventeurs privilégient parfois l'ambition à la prudence, ce qui peut entraîner des conséquences aussi effroyables que celles-ci. La leçon à en tirer: réfléchissez bien avant d'agir. Je veux dire, réfléchissez vraiment.